Nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La liberté de presse serait-elle, au point où nous en sommes, bafouée au Bénin? La question revêt tout son sens lorsque nous nous référons aux derniers développements de l'actualité dans ce pays jusqu'alors cité comme un exemple de démocratie en Afrique. Quoi qu'il en soit, 7 médias sont restés fermés depuis le 29 novembre dernier sur une décision unilatérale du président de l'ARAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Adam Bonitessi, de plus en plus décrié. 2 fois de suite, les professionnels des médias n'ont pu tenir leur sitting devant l'ARAC pour exiger la réouverture des médias fermés. Une situation qui commence, du point de vue de beaucoup, à trop durer. Mais qu'en est-il réellement de la situation? Quelles sont les démarches jusque-là menées? Jusqu'où les professionnels des médias béninois sont-ils prêts à aller pour dire non à la fermeture des espaces de liberté? Eh bien, on fera le débat avec nos invités du jour. D'abord avec vous, Franck Pochimé, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Merci d'avoir accepté notre invitation. On fera également le débat avec vous, donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes le directeur de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin, une radio qui fait partie des 7 médias fermés par le président de l'ARAC. Merci d'être sur ce plateau de 100% Bénin. C'est moi. 7 médias fermés au Bénin depuis novembre dernier. Franck Pochimé, quel point peut-on faire de la situation à la date d'aujourd'hui? Merci. D'abord, il faut dire que c'est une première dans l'histoire récente de notre pays qu'on en arrive à fermer à la fois 7 organes de presse pour des raisons administratives. C'est une première. C'est également une première la prise d'une mesure conservatoire qui dure autant dans le temps. Sinon, dans le principe du droit, c'est que quand on parle de mesures conservatoires, c'est une décision prise par le président pour arrêter une dérive. Juste une dérive et après les conseillers se retrouvent pour pouvoir donner une suite, une sanction éventuellement. Nous sommes en train de constater que depuis environ 2 mois maintenant, la situation n'a pas évolué. Le président de la RAC essaye de jouer avec nous. Il avait promis revenir sur la situation au plus tard la fin de la première quinzaine du mois de décembre, mais malheureusement, depuis, la situation perdue. Et toutes les initiatives allant dans le sens du dénuement n'ont pas prospéré pour le moment parce que le président de la RAC est resté dans sa logique de restreindre les libertés au Bénin. Alors, donc là, bientôt 2 mois que 7 médias, dont le vôtre, sont fermés. Comment, selon vous, pourrait-on apprécier la situation à l'état actuel de la chose? Je vous remercie, Sika, de nous donner l'opportunité de nous prononcer sur cette affaire-là. C'est vrai que je me suis gardé de le faire personnellement depuis presque le début, parce qu'étant une victime directe, donc ne voulant pas être passionné d'une façon ou d'une autre. Mais aujourd'hui, face à la durée de cette situation-là, il est bien important que nous puissions nous exprimer. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous enregistrons cette émission, par exemple, c'est l'une des conséquences de la décision du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui allait même fermer et mettre sous scellé des maisons de production, c'est-à-dire des organes de presse qui n'ont même pas une convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ça, c'est un cas à part parce que même au niveau de la HAC, on n'a même pas du tout enrôlé ce dossier-là. Alors, pour nous autres qui avons une convention avec la HAC, donc notamment sur l'IFM, c'est une situation déplorable pour nous parce que non seulement le président de la HAC a pris sa décision, mais ensuite, il n'a pas du tout il n'a pas respecté ce que la procédure dit en la matière. Donc un préavis, une mise en demeure publique, rien de cela n'a été respecté. Nous étions au service quand un huissier est venu, sans décision de justice, nous demander de sortir, fermer les organes de presse, donc nos installations, et les mettre sous scellé.
Nous pensions que ça allait durer juste quelques jours. Vous constatez avec moi que ça fait 2 mois que ça dure. C'est dommage. Mais comme nous sommes à l'ère de la révélation, c'est-à-dire qu'à l'heure du Bénin révélé, chacun se révèle. Le président de la HAC est en train de se révéler aux Béninois. Et donc, nous constatons tous ensemble que, eh bien, monsieur Adam Bonitessi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé, n'est-ce pas, de fermer des organes de presse et de ne pas les rouvrir jusqu'à présent. Alors, aux dernières nouvelles, président de l'UPMB, je m'adresse à vous. La commission technique mise en place par la HAC pour étudier les cas des médias suspendus a fini son rapport qui devrait pouvoir permettre une certaine levée des mesures de fermeture contre les 10 organes de presse. Mais qu'est-ce qui, selon vous, continue de bloquer l'évolution de ce dossier? Oui, d'abord sur la question de la mise en place d'une commission, j'ai vu que le président de la HAC a mis la charrue devant les bœufs. Seulement parce que ce n'est pas comme cela que la loi a disposé. La loi dit que c'est d'abord une commission d'enquête qui fait son travail, qui dépose un rapport. Le rapport est soumis à l'observation du promoteur éventuellement fautif. Avant, c'est sur la base de ce rapport qu'on procède à une sanction. Maintenant, puisque le président n'a voulu rien suivre de tout ça là, nous, en son temps, déjà, je crois, le 30 novembre, nous avons déjà exigé qu'on puisse mettre en place, plus la commission dont a parlé la loi, puisque c'est désormais caduque, mais une commission paritaire, tripartite, une commission tripartite composée des cadres techniciens de la HAC, des associations et des techniciens indépendants, pour aller constater ce que le président de la HAC reprochait aux organes. Le président ne nous a pas suivis. Une doléance faite depuis 29, disons le 30 novembre. C'est finalement, après la mi-décembre, qu'il met en place une commission monocolore. Et ça n'a pas été facile pour qu'ils signent même les ordres de mission pour que la commission commence à... Quand vous parlez de monocolore, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est rien que les cadres techniciens de la HAC. Donc c'est une commission à l'intérieur. Je comprends que le président puisse être jaloux de cette institution, de son institution. Mais ça aurait été mieux que ce soit une commission plus ouverte qui permette... la preuve aujourd'hui, c'est difficile d'avoir le rapport. Difficile d'aller en plénière jusqu'à la date du mercredi. La plénière n'a pas pu se tenir pour une commission qui a quitté le terrain, qui a déposé, en tout cas qui est revenue du terrain depuis 2 semaines. Difficile d'avoir le rapport, difficile d'aller en plénière pour pouvoir apprécier le rapport et décider de la levée de la... Parce que le rapport ne peut pas être à l'avantage du président. Donc, le président qui est resté seul dans son bureau sans consulter ses conseillers qui prend, ça ne peut pas être à son avantage. Et on comprend pourquoi aller en plénière après la commission est devenue une équation difficile à résoudre. Alors, donc à Mabalo, tu portes à croire que la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, n'est pas pressée de régler la situation. Qu'est-ce qui pourrait justifier la situation actuelle alors que la commission mise en place, la commission technique, a fini son travail et déposé son rapport? Ce serait un abus de langage de ma part de parler de la HAC. Je veux juste parler du président de la HAC. Il faut être clair et dire que cette décision, elle est unilatérale. Lorsque vous discutez avec les conseillers de la haute autorité, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes ont été pris sur le coup. Ils ont été informés par les réseaux sociaux. Donc la responsabilité du président Adam Bonitessi est directe. C'est lui qui n'est pas pressé du tout de voir cette situation trouver une solution. C'est quand même bizarre que lorsque soi-même on n'a jamais créé un organe de presse, lorsque soi-même on n'a jamais créé des emplois, c'est donc quand même paradoxal qu'on vienne à mettre la clé sous le paillasson pour certains organes de presse créés par d'autres Béninois. Nous sommes entre Béninois. Et je ne comprends pas l'urgence, n'est-ce pas, de la décision du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les mesures conservatoires sont encadrées par des textes. On sait dans quelles conditions on les prend, dans quel cadre on les prend. Ici, on nous fait le reproche de la délocalisation. Alors, pour moi, la conduite la plus simple aurait été, si effectivement la délocalisation avait été constatée, qu'on nous demande de repartir sur notre site d'origine, qu'on ait refusé à plusieurs reprises avant qu'on ne prenne une décision. On ne nous a même pas demandé de repartir sur le site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette raison-là, pour moi, est un prétexte. Est un prétexte parce que ça dure bientôt 2 mois et le président n'est pas pressé. Alors, ce qui est important à dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on fait du mal au peuple béninois, on fait du mal au gouvernement béninois, et ça c'est une réalité,
Parce qu'en fait, c'est l'exécutif qui dirige le pays. Lorsque l'image du pays est touchée, il s'agit de l'exécutif qui prend d'abord la première responsabilité. Donc le président de la RAC fait du mal au peuple béninois, il fait du mal au gouvernement béninois et il fait du mal au pays, le Bénin. Est-ce qu'un seul individu de son bureau peut prendre pareille décision qui engage un État? On prendra le temps de donner des réponses à cette interrogation. En tout cas, chacun aura sa réponse par rapport à ça, mais il est urgent de demander au président de la RAC d'instruire le rapport de la commission qu'il a envoyé sur le terrain pour qu'on puisse prendre une décision. Parce que sur le terrain, nous avons reçu une commission d'enquête. La commission est arrivée, on a levé les scellés pour permettre à la commission de faire son travail. Il y avait 3 conseillers au niveau de cette commission avec les autres directeurs techniques de la RAC. Le rapport a été déposé. Qu'est-ce qui peut déranger le président pour qu'il n'instruise pas le rapport? Simplement, et là le président Poitiers l'a dit clairement, il paraîtrait que les conclusions de ce rapport-là ne sont pas favorables au président. Cela nous aurait même surpris si ces conclusions étaient favorables, parce que nous sommes quand même tous techniciens du domaine, nous savons très bien ce qui s'est fait là. Maintenant, ce n'est pas extraordinaire. Le rapport venait à donner raison au président de la RAC. Donc on nous dise clairement ce qu'il y a à faire. Et nous, on va respecter la décision de notre haute autorité. Mais qu'on ne dise rien, qu'on garde le silence et qu'on laisse une centaine de personnes à la maison pendant 2 mois, je trouve que, à la limite, c'est un scandale. Alors vous le disiez tantôt, les prétextes avancés par le président de la RAC pour fermer, bien entendu, ces médias ne sont que des prétextes. Vous supposez qu'il y a d'autres raisons derrière, des raisons inavouées? Le président de la RAC seul doit savoir quelles sont les raisons qui l'amènent à le faire, parce que en réalité, ça fait des années que nous avons choisi la démocratie et c'est de haute lutte, et la démonopolisation des ondes est une victoire de la démocratie. Même l'accès au numérique, parce que chaque fois vous voyez la RAC se battre pour la migration vers le numérique. Et je suis quand même surpris qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas comprendre qu'un centre de production peut être différent d'un centre de diffusion. Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons qui peuvent militer dans ce sens-là, dans le sens de la décision du président de la RAC, mais n'oubliez pas que le président d'Ambo Litessi est un politique. Et donc, je ne veux pas dire qu'il fait de la politique, mais je dis quand même qu'il fait de la politique. Il pourrait y avoir des raisons politiques. Jusqu'où ça va nous amener, on verra bien. Alors, 2 fois de suite, les professionnels des médias n'ont pu tenir leur sitting devant le siège de la RAC pour exiger la réouverture de ces médias fermés. La première fois, c'est une horde de policiers qui a été dépêchée sur les lieux. La deuxième fois, c'est le président de la RAC qui vous a envoyé une lettre à vous, président de l'UPNB, pour carrément interdire le rassemblement devant l'institution, une situation que vous déplorez, Franck Poitiers. Oui, en réalité, on ne peut pas se surprendre d'être en face d'un président de la RAC qui refuse des mouvements pacifiques. S'il a pu oser, de son bureau, envoyer des huissiers dans la rédaction, fermer des organes de presse, ce n'est pas un mouvement pacifique qu'il va tolérer. Donc, on n'est pas surpris. Mais nous disons que ce n'est pas sa volonté qui compte. Nous sommes dans une république et nous devons tous contribuer à ce que la liberté chèrement, en tout cas la démocratie chèrement acquise, puisse être conservée. Et nous sommes prêts à mener d'autres actions pour le forcer. Dans tous les cas, le message que nous avons passé, que ce soit le sitting à la RAC ou ailleurs, le message est passé. Le message est passé et en tout cas, nous attendons de voir, nous avons donné jusqu'à la fin de la semaine pour voir s'il n'avait pas réagi positivement, comment nous pourrions mener d'autres actions pour le contraindre à sortir de sa réserve. Alors, donc là, le président de la RAC qui interdit des sittings, qui refuse de recevoir la motion des journalistes dont il est censé réguler la fonction ou garantir les libertés, d'aucuns estiment que l'homme est hostile au dialogue. Est-ce également votre point de vue? Et je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai sollicité une audience auprès du président de la RAC. Il m'a reçu. Nous avons échangé sur la situation, donc il a été ouvert au dialogue. Je crois également qu'avec le président de l'UPMB et le président du CNPA, il y a eu des échanges avec le président de la RAC jusqu'à un moment donné. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que le président de la RAC décide d'interdire un sit-in. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je ne sais pas si la Constitution a donné un pouvoir au président de la RAC d'interdiction d'un sit-in, mais
mais nous constatons que le président est allé sur ce terrain, arguant du fait que la HAC est une institution de la République, que les professionnels des médias ne sont pas des agents de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au point de perturber le fonctionnement de cette institution en faisant un sitting à l'intérieur. Mais pourtant, c'est un mouvement pacifique, totalement pacifique. La HAC, nous considérons que c'est notre maison, c'est la maison de la presse. Donc, y aller pour exprimer au président notre volonté de libérer les espaces d'expression, pour moi, c'est vraiment rien de compliqué. Le président de la HAC ne perd rien à recevoir les professionnels des médias et à les rassurer. Je trouve qu'il y a quand même un petit abus quelque part, sinon un grand abus. Ce qui est encore dommage, c'est, et je laisse le soin au président de l'UPMB d'en parler, c'est le rapport conflictuel que la HAC est en train d'instaurer avec l'UPMB et l'ensemble des professionnels des médias. Lorsque vous êtes une institution chargée de réguler un secteur, vous n'allez pas en affrontement avec les acteurs de ce secteur-là, au point d'utiliser des mots très difficilement compréhensibles pour une lettre administrative. Je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter dans un système démocratique comme le nôtre. Malheureusement, certains acteurs de ce pays ne s'expriment pas, c'est une grosse interrogation. Jusqu'où on va aller dans ce bras de fer-là, nous on attendra de voir. Mais une chose est certaine, l'image de notre pays a pris un coup par la faute de qui vous savez. Je crois que sur la question de refus de dialogue, moi je peux confirmer qu'il a refusé le dialogue. Parce que le dialogue, ça doit aller jusqu'au bout. Ça doit aller jusqu'au bout. Au début, effectivement, il nous a appelés, on a discuté, il a fait des promesses. Il a fait des promesses pour dire qu'il va revenir sur la situation au plus tard, en tout cas au lendemain de la CICAF. La CICAF a eu lieu du 8 au 10. Et quand nous avons constaté que le président de la HAC ne tenait pas ses promesses, nous avons demandé, le président de l'association a demandé à le rencontrer à nouveau. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé sous prétexte qu'il a une commission d'enquête qui est sur le terrain, qu'il attend le rapport avant de nous recevoir et qu'il prendrait l'initiative de la rencontre. Malheureusement, son appel ne viendra jamais et nous avons pris également la peine de le relancer. On l'a relancé pour dire que les fêtes sont passées, les camarades ont fêté dans des conditions très difficiles et il faut maintenant qu'on se revoie pour discuter sur la question. Il a refusé. Et à partir de là, maintenant, il ne prend plus les appels. Donc, ça veut dire qu'il ne voulait plus dialoguer avec nous. Et les thèmes, moi, je lui ai envoyé des correspondances par rapport à nos différents sittings, mais les thèmes qu'il a utilisés pour nous répondre indiquent clairement qu'il n'est plus dans le dialogue. Quels sont les thèmes utilisés? Non, je ne veux pas livrer sur les plateaux le contenu d'une correspondance adressée par un président d'une institution de la République. Mais déjà, il faut relever que ces gens d'émission, il a attaqué tout ça dans le courrier. Tout ça là. Donc il est très furieux de nous voir nous prononcer sur la question, sur les chaînes de télévision ou de radio et autres. Donc, il a rompu, il ne veut pas du dialogue. Mais sur la question de est-ce qu'une autorité peut interdire un sitting, le problème qui s'est posé, c'est cet arrêté liberticide du préfet de la littorale qui interdit toute manifestation. Durant le mois de janvier. Durant le mois de janvier. Donc, nous, face à cet arrêté, on s'est dit, mais on ne peut pas aller manifester. On va aller manifester. Le président de la HAC ne peut pas nous donner le droit de manifestation. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne peut pas non plus... il ne peut pas nous refuser le droit de manifester. Mais voilà que nous pouvons manifester du fait de cet arrêté. Nous avons alors réfléchi pour dire, pour ne pas aller en affrontement avec le préfet, il faut qu'on demande à rentrer dans la maison pour pouvoir nous manifester, parce que nous ne serons pas là dans un domaine, dans un espace public. C'est pour ça que c'est à l'autorité, au propriétaire des lieux, qu'il faut demander cette autorisation-là. Sinon, si c'était dans le cadre d'une manifestation, ce n'est pas l'autorité. À lui de l'autoriser ou non? C'est au niveau de la mairie qu'il faut plutôt demander l'autorisation. Voilà. Donc, nous disons que c'est cet arrêté liberticide du préfet qui nous a conduit dans cette affaire de sit-in, parce que nous sommes conscients que le sit-in, normalement, c'est les travailleurs de la maison, mais nous nous considérons comme de la maison. Nous ne sommes pas des salariés de la HAC. Les présidents des médias, c'est leur maison. La HAC régule les médias. Donc, on peut dire que c'est notre maison.
Alors, Franck Potiemé, malgré l'interdiction des sittings organisés par l'UPMB, vous avez pu réussir chaque fois à lire votre motion dans l'enceinte de la Bourse du Travail. Et lors du deuxième rassemblement, le 18 janvier dernier, vous avez laissé entendre que la HAC de Bonitessi à mi-mandat apparaît comme la plus calamiteuse de l'histoire du pays. Quels sont les indicateurs qui vous poussent à de telles conclusions? C'est vrai, nous avons également déclaré dans le texte que par les mandats du président, il y a eu des mesures conservatoires. Les présidents de la HAC ont été amenés à prendre des mesures conservatoires. Mais c'est la première fois que nous voyons le président de la HAC prendre une mesure concernant 7 organes à la fois. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que le président de la HAC, chargé de protéger les médias, envoie des huissiers de justice dans les organes. On n'a jamais vu ça par le passé. Les huissiers viennent juste pour peut-être disposer des assignations. Mais les huissiers ne sont jamais venus pour faire. C'est la première fois. C'est également la première fois qu'une mesure conservatoire dure autant. On va nous citer le cas du Bénin libéré. C'est parce que le responsable du Bénin libéré, Bénin Aboubacar Takou, a resté devant la justice que l'autorité administrative s'est dessaisie. Sinon, sa situation aurait pu trouver une solution. Donc, ça, on met de côté le cas de Bénin libéré. C'est la première fois qu'une mesure conservatoire est en train de faire de durer autant. C'est la première fois que le président de la HAC, on a rappelé que la HAC est l'organe chargé de protéger les médias. C'est ça qui a été écrit dans la Constitution. C'est la première fois qu'un président de la HAC interdit un sitting de ceux qu'il est censé protéger. C'est la première fois également, la toute première fois, que un président de la HAC recourt aux forces de l'ordre, écrit au préfet pour demander de mater les manifestants. Et le dispositif qui a été mis en place hier était plus impressionnant que celui de vendredi passé. Plus que les policiers, il a recouru même à des militaires. Et la voie a été même barricadée par endroits à cause des journalistes, à cause de ceux-là qui sont censés défendre la liberté dans notre pays, ceux-là qui portent l'information. C'est la première fois que le président de la HAC, bafoue comme ça la Constitution de notre pays. On n'a jamais vu ça. Donc, tous ces indicateurs nous permettent de dire que le président de la HAC, Adam Bonitessi, travaille pour passer pour être le président le plus tristement célèbre dans l'histoire le plus décrié de l'histoire de la HAC au Bénin. Donc là, Mabalo, vous avez écouté le président de l'UPMB, Adam Bonitessi, le président de la HAC la plus calamiteuse de l'histoire de la HAC de notre pays. Comment est-ce que vous l'appréciez? Non, mais personne ne peut remettre en cause la démonstration du président de l'UPMB. Ce qu'il dit là est totalement vérifiable et vérifié. Donc c'est la première fois effectivement qu'on a tout ce tableau qui a été peint. Je pense que c'est quand même dommage. Dommage pour une profession qui ne demande qu'à être libre, même si il y a dans le nouveau code pénal en construction de notre pays des dispositions qui restreignent encore la liberté de presse, la liberté des journalistes. Et ça, il va falloir s'informer sur la question. Je pense fondamentalement que l'organe qui doit réguler la profession ne doit pas être celui qui empêche la profession, n'est-ce pas, de s'épanouir. Les journalistes qui sont à la maison depuis 2 mois, qui ne travaillent pas, même si par ailleurs on peut dire qu'un journaliste n'est jamais au chômage en réalité, mais ceux qui sont à la maison et qui n'ont que leurs organes comme seul lieu d'expression, eh bien ceux-là sont aujourd'hui dépités. Vous en avez suivi quelques-uns à la Bourse du Travail, vous les avez écoutés, vous voyez très bien qu'ils ne comprennent pas la situation. Alors le président de la HAC a une chose à faire de mon point de vue, c'est sa célérité à régler ce problème. Parce qu'il disait la dernière fois, je l'ai suivi, que si le premier sitting a été interdit, c'est parce que le président de l'UPMB n'aurait pas respecté les délais pour informer sur le meeting. Il disait que la HAC est dans une zone économique, qui a le port de Cotonou, c'est une zone sensible pour des questions. Mais aujourd'hui, on constate que, malgré le fait que le président ait respecté les délais et que le président de la HAC il a interdit encore. Donc, ce qu'il avait avancé comme argument
pour moi, tombe d'un coup. Ce n'est pas réel. Donc il y a d'autres motivations en dessous. Non, il faut cesser, n'est-ce pas, de faire perdurer la situation en demandant simplement aux autres conseillers de se prononcer sur le rapport et de prendre une décision. La décision que la HAC va prendre va s'imposer à nous. S'il y a d'autres voies à utiliser, on les utilisera en temps opportun. Pour le moment, le plus urgent, c'est que les médias reprennent leurs activités. Ça ne fera du mal à personne, mais franchement à personne. Au contraire, ça fera du bien à la démocratie, ça fera du bien à notre pays, le Bénin, parce qu'aujourd'hui, on est la risée de tout le monde. Allez sur la toile, on entend parler de 7 médias fermés. Je remercie la presse togolaise qui apporte soutien au Bénin. Allez sur RFI, sur France 24, tout le monde parle de la presse. Pendant ce temps, c'est l'image de la presse béninoise, de la démocratie béninoise. C'est l'image du Bénin. C'est notre pays qui est engagé. C'est pour ça que moi, je suis quand même surpris de voir certains acteurs ne rien dire du tout sur cette situation. C'est notre pays qui prend un coup. J'espère que le président Adam Bonetessi sera suffisamment éclairé, n'est-ce pas, pour se révéler autrement au peuple béninois. Alors, Franck Potiemé, vous avez, lors de votre dernière déclaration, estimé également que le président de la HAC est resté dans une logique de restriction des libertés sur fond de menaces, d'injures et d'intimidation. Menaces, injures, intimidation. Parlez-nous un peu de... Pourquoi ces termes? Oui, d'abord, j'avais dit tantôt que je n'allais pas exposer le contenu de la correspondance ici, sinon c'était une correspondance menaçante, très menaçante. Et au-delà de la correspondance, déjà au petit matin du premier sitting, le vendredi 13, il m'avait appelé au téléphone et avait tenu également des propos menaçants, à tel enseigne que j'ai été obligé de lui dire, Monsieur le Président, je suis en train de vous enregistrer. Vous dites des choses graves là. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Mais je constate que le président de la HAC est dans sa logique vraiment de restriction et il fait feu de tout pouvoir, pour pouvoir y arriver malheureusement. Et donc là, Mabalo, président de la HAC qui menace à la limite les journalistes. Ça aussi, c'est malheureusement le pays. Parce que pour le peu que je sais, dans une lettre administrative, il y a des formules qu'on utilise. La lettre envoyée au président de l'UPMB revêt le sceau de l'État béninois. Et donc, quand c'est comme ça et qu'on utilise certains mots, ce n'est pas bien. Moi, je demande au président de l'UPMB de rendre public cette lettre. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas continuer à couvrir ce genre de choses. Il faut que les Béninois sachent réellement à qui on a affaire et quelle est la situation du pays. Ce n'est pas des choses qui sont à encourager. Je déplore cette situation-là. Je trouve qu'il faut aller plus loin dans le règlement, dans le dénouement de la crise. Je suis un peu mal placé parce que, étant victime directe de la situation, on peut me taxer d'être passionné et tout le reste, mais nous sommes dans un pays régi par des textes, avec des procédures. Si le président de la HAC avait fermé les organes de presse sur des raisons déontologiques, diffamation, incitation à la haine et tout ça, on aurait compris. Mais une question de délocalisation. En plein 21e siècle, où on a, même dans les grandes métropoles que nous copions, on a pratiquement tous les médias qui ont leur émetteur sur un seul pylône, et les centres de production éparpillés un peu partout. Ce qui est encore bizarre, c'est quoi? C'est que d'autres médias, je ne vais pas donner de nom, mais d'autres médias, toujours dans ce pays, sont dans la même situation que les médias fermés. Et qui ne sont pas fermés. Donc il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Est-ce que dire ça, c'est attaquer la HAC? Parce que, comme le président de l'UPMB le dit, le président de la HAC est réfractaire à ce genre d'émission. Il aurait aimé qu'on ne se prononce pas du tout sur cette question, mais ce n'est pas possible. On doit pouvoir se prononcer sur ça. Lorsque la HAC avait eu des difficultés pour avoir les véhicules de fonction, ce sont bien les journalistes qui ont posé les sujets, ont défendu le cas de la HAC. La HAC envoie des demandes de couverture médiatique à des organes de presse qui sont des organes de presse à caractère commercial. Et pourtant, ces organes de presse n'ont jamais réclamé que la HAC paye pour couvrir ses activités. Donc nous sommes dans un partenariat.
nous ne sommes pas des employés de la HAC. Et donc, quand on est dans un partenariat avec une fréquence qui a été louée aux promoteurs qui payent des redevances, on ne peut pas traiter les journalistes comme des moins que rien. Aujourd'hui, il s'agit de sauver une profession et de sauver un pays. En tout cas, c'est un plaidoyer que nous faisons. Nous n'avons aucun problème avec la HAC. Nous travaillons en toute responsabilité et avec des normes déontologiques qui sont les nôtres et que nous connaissons très bien. Et donc, si la HAC frappe sur des raisons déontologiques, on peut s'accorder sur ça. Mais les raisons avancées, franchement, je pense que ça reste un prétexte. Et j'attends d'avoir la commission, le rapport de la commission, parce que quand on vient inspecter nos installations, c'est qu'on devrait pouvoir nous donner copie du rapport pour qu'on sache exactement ce qui est à l'intérieur. Donc nous, on attend toujours le rapport pour opiner sur les conclusions. Alors, Franck Pochemin, jusqu'où? Parce que la question est dans toutes les têtes. Actuellement, jusqu'où les professionnels des médias sont-ils prêts à aller aujourd'hui pour dire non à la fermeture des espaces de liberté au Bénin? Non, nous n'allons pas mettre sur la place publique ici tout ce que nous entrevoyons dans ce cadre. Ce qui est sûr, c'est que il y a un adage de chez nous qui dit que l'enfant qui dit que sa maman ne va pas dormir, je crois que l'enfant là aussi ne pourra pas dormir. Donc tant que le président ne va pas revenir sur la décision pour permettre de rouvrir ces espaces de liberté, pour permettre à nos camarades qui sont à la maison de retrouver leur job, nous aussi, nous n'allons pas laisser la garde. Donc, on doit s'attendre à plus que des sittings après l'expiration du de cette émission-là, je vais encore à une séance de travail pour réfléchir avec des leaders de ce pays pour voir dans quelle mesure on pourrait accentuer la pression. Donc là, Babalo. Oui, moi je souhaite aussi, je n'ai pas le choix d'ailleurs, je souhaite aussi qu'on puisse permettre aux journalistes de s'exprimer. Je souhaite également qu'on puisse permettre aux organes de presse fermés, des organes de presse à caractère commercial, je le dis encore une fois, fermés, donc des organes de presse qui ont des engagements avec des partenaires, n'est-ce pas? Je souhaite qu'on puisse leur donner la possibilité de respecter leur engagement. Parce que quand vous ne respectez pas vos engagements, vous n'êtes pas crédible. Et la situation actuelle discrédite les organes de presse qui ont des engagements. Imaginez un instant, heureusement que sur Soleil FM, nous ne faisons pas la publicité, nous ne faisons pas d'activité commerciale, mais imaginez un instant un organe de presse qui fait de la publicité. Si les annonceurs décident de poursuivre cet organe pour non-respect des engagements, est-ce que c'est la HAC qui va assumer cette responsabilité? Non. Et il y a un cas plus grave, le cas d'un organe de presse, je ne donnerai pas le nom, dont les agents ont leur contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration exactement dans la période de coupure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir fait 2 ans de contrat à durée déterminée et en attente de passer à un contrat à durée indéterminée, là, vient couper. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que le promoteur résilie les contrats. Et donc, plutôt que de parler de chômage technique, ça veut dire que ces journalistes sont au chômage. C'est toute une carrière qui sont au chômage. Donc, je ne sais pas si le président de la HAC a vu tous ces aspects-là, rien que pour des raisons sociales. Un promoteur m'a confié avant-hier que le manque à gagner déjà, parce qu'il fallait rompre les contrats pour ne pas avoir à courir d'autres risques, que le manque à gagner déjà évalué, est estimé à 40 millions. Rien que pour 2 mois. Qui paye tout ça? Rien que pour 2 mois. Qui paye tout ça? Alors, ce qui est encore plus grave dans cette affaire-là, c'est quoi? C'est que, moi, personnellement, ça c'est une façon de voir, j'ai l'impression que c'est un moyen de pression sur ces organes de presse concernés. Parce que, désormais, même si on gagne cette bataille de la réouverture, c'est que désormais, il y aura une pression sur ces organes parce que, comme le dirait l'autre, la plupart des organes qui ont été coupés sont des organes critiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays? Est-ce qu'on peut construire un pays sans critique? L'essentiel, c'est d'être objectif, c'est tout. Et donc, dans tous les cas de figure, quand on fait le point de A à Z, c'est une situation déplorable. Et c'est d'autant plus déplorable qu'il s'agit là d'un seul individu qui engage un État. Moi, je trouve que s'il nous écoute, que le président de la HAC n'ait pas le sentiment que les journalistes l'affrontent, mais qu'il sache qu'il doit pouvoir régler cette affaire. Vous en appelez à l'humilité du président de la HAC. Ah non, attention, je ne vais pas utiliser le mot humilité, j'en appelle à son sens de responsabilité et surtout à son sens de clairvoyance et à son sens paternel. Paternel, parce que si vous parlez d'humilité, c'est comme si le président de la HAC n'était pas humble, même si je pense qu'après avoir lu certaines choses,
Je pense que ce que vous dites là, on peut suivre peut-être. Alors, quelque part, est-ce que la situation actuelle n'est pas aussi la conséquence de ce qu'il existe beaucoup de failles dans les tests qui sont censés réguler les médias, l'organique de la HAC, Code de l'information et de la communication, parce qu'on prend une mesure conservatoire qui n'est pas limitée dans le temps, Président. Oui, effectivement, dans la loi organique, ce n'est pas précisé. Mais on connaît les principes de droit. Dans les principes de droit, ceux qui ont inventé le droit, nous avons copié ça d'ailleurs, c'est clair qu'une mesure conservatoire n'est pas une sanction. Donc elle ne peut pas durer. Elle est limitée. Et le lendemain au plus tard, la plénière se retrouve pour pouvoir apprécier. La HAC est une décision collégiale. Le principe est là, l'esprit est là. C'est pourquoi le président a 8 conseils. Et toutes les décisions se prennent en plénière, sauf la mesure conservatoire. La mesure conservatoire est une prérogative reconnue par la loi au président de la HAC pour pouvoir parce qu'il n'a pas le temps, lorsqu'il y a une dérive sur une radio, une chaîne, il n'a pas le temps de consulter les conseillers avant d'arrêter la dérive. C'est juste ça. Et nous voyons au Parlement, comment on appelle, il y a des mesures semblables qui se prennent au Parlement. Et le lendemain après, le président du Parlement convoque la plénière du Parlement. Et ils apprécient. Donc, c'est connu de tous. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le problème, c'est comment faire pour que la loi organique de la HAC soit ajustée, respecte et s'acclimate avec la Constitution. Dans la Constitution, je crois qu'il n'y a que 2-3 articles qui parlent de la HAC. Bien sûr. Mais c'est protection, c'est pour protéger les médias. Lorsque nos aînés sont allés à la conférence nationale après avoir bâti le chantier de la démocratie, tout ça, ils se sont dit, bon, il faut quand même trouver une institution pour pouvoir... La HAC n'existait nulle part. C'est une invention purement béninoise. Les aînés ont dit, est-ce qu'on va trouver une institution qui sera là pour veiller sur les médias? Parce que tant que les médias ne vont pas fléchir, c'est que la démocratie pourra tenir. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la HAC. C'était un génie béninois. Et la preuve, toute l'Afrique est venue copier ça au Bénin. Toute l'Afrique est venue copier. Malheureusement, le président de la HAC s'est retrouvé, je crois, le 7 décembre sur le plateau de la télévision nationale avec le président de la HAC du Niger, un journaliste, qui est le président en exercice de la conférence africaine des instances de régulation des médias. Bien sûr. Et c'est toute grande vue que moi j'ai suivi sur les écrans, le président de la HAC du Niger qui est venu copier. Le Niger qui est venu copier la HAC du Bénin, dire que la HAC n'est pas chargée de sanctionner les journalistes. Il a été clair devant Abadabou Intessé. Il dit que la HAC n'a pas pour mission de sanctionner. Donc, l'erreur a été commise au niveau de la mise en place de la loi organique où le législateur est sorti du contexte du constituant, la constitution qui dit protection, le législateur est sorti de ça pour aller trouver encore d'autres missions de sanctions à la HAC. Donc, nous on a posé le problème lorsqu'on a rencontré la commission Diogbenou pour les réformes. Et je crois que le président Diogbenou, le président de la commission, nous a rassuré pour dire que dans le cas des réformes, il est prévu de refondre un peu les lois organiques, notamment la loi organique sur la HAC. Et nous avons fait des propositions dans ce sens, pour soit sorti de cette loi tout ce qui empêche la HAC de se consacrer à sa mission protectrice des médias. Donc, Mabalo, faut-il toujours continuer par se fier à l'esprit de ces lois lorsqu'on peut avoir à la tête de la HAC des hommes comme Adam Boni et Tessi? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au nettoyage de ces textes et accoucher tout par écrit pour que tout le monde sache de quoi il est question? Non, c'est fondamental, parce que les juristes vous diraient qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. J'ai souvenance que lorsque j'ai rencontré personnellement le président de la HAC, et que je lui ai exposé le cas de Soleil FM que je dirige, il m'a dit clairement, vous avez votre interprétation des textes et j'ai la mienne. Donc, ça, il dit ça, le texte est là, mais vous avez lu avec vos yeux, et je l'ai lu avec les miens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes ne sont pas suffisamment précis et clairs pour limiter le président dans ses prérogatives. Et je suis d'accord avec vous, lorsqu'on réfléchit comme ça, qu'il va falloir aller
la lecture, n'est-ce pas, ou à la relecture des textes qui régissent notre profession. Et dans ce sens, le président de l'UPMB et le président du CNPA ont déjà démarré un plaidoyer. J'espère simplement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on va être regardant sur cette situation. Je suis heureux déjà de l'initiative de l'honorable député Eric Ondete dans ce sens. Je voudrais également dire que, et ça c'est important, le président de l'UPMB pourrait nous y aider, que c'est vrai, le code de l'information a régi les questions de diffamation et tout le reste, les questions de peine privative de liberté, mais en même temps, il nous revient instamment que dans le nouveau code de procédure pénale en cours d'élaboration, le délit, enfin pas le délit, mais la diffamation serait en train d'être criminalisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on pourrait, lorsque vous diffamez le chef de l'État, ou l'outrage au chef de l'État, pourrait consister, donc pourrait amener ou conduire à ce qu'on puisse priver de liberté un journaliste. Je continue mes recherches par rapport à ça, mais je crois qu'il va falloir regarder ça pour que le code de procédure pénale, le nouveau là, ne puisse pas revenir sur certaines questions déjà réglées par le code de l'information. C'est important. Vivement que le Bénin aille de l'avant. Nous avons constitué depuis le début une école, un laboratoire. On doit pouvoir se battre pour maintenir ça, sinon ce serait dommage. J'attends les prochains classements. Ça ne dit rien peut-être à certaines personnes, mais ce sont des indicateurs importants dans même la participation des partenaires techniques et financiers au développement d'un pays. Vivement que la HAC évite d'être la hache. Non, sur la question de est-ce qu'on ne voit pas tout écrit dans la loi, et tout en étant d'accord pour dire qu'il faut revoir la loi organique sur la HAC, on ne peut pas tout écrire. On peut pas tout écrire. Aucune loi ne sera suffisamment précise. Aucune loi. Vous voyez la constitution des États-Unis, il y a combien d'articles? Je crois que c'est 90, non? Bien sûr. Pour gérer les États-Unis. Donc, on ne pourra pas tout écrire. Mais c'est dans le système du common law. Là, les textes ne sont pas écrits. Dans notre constitution, je crois l'article 35 a prévu que les citoyens chargés d'une mission doivent pouvoir l'exécuter avec honnêteté et dévouement. Ça arrête tout le problème. Ça arrête tout le problème. Maintenant, ce qu'on peut compléter, c'est de chercher dans les lois ordinaires là, comment organiser la sanction de ceux qui abusent de cet article 35 là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Maintenant, l'autre chose également, c'est que nous n'avons pas la culture de la saisir. Nous n'avons pas la culture de la saisir. Et si, par le passé, nous avions commencé par attaquer déjà devant la Cour suprême, la Chambre administrative, ces mesures conservatoires que les gens prenaient par le passé, ça aurait pu discipliner un peu ceux qui viennent après. Voilà, donc il faut, c'est un ensemble. On ne pourra pas tout écrire, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour contraindre les compatriotes qui sont nommés à des postes de pouvoir les exécuter en toute honnêteté, en toute clairvoyance. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les réformes au niveau de la Constitution. Est-ce qu'en modifiant un peu la composition de la HAC, est-ce que cela ne va pas aussi aider un peu à une nouvelle dynamique au niveau de l'institution? Vous avez vu que, excuse, j'ai fait allusion tout à l'heure au président de la HAC du Niger, qui est un journaliste, et qui a su dire à son hôte, devant les caméras, que la HAC n'a pas cette mission. Nous avons été fiers aux États généraux en 2014, quand le président Nata, le président sorti, le président de Adam Moni Tessi, expliquait au chef de l'État, Bouni Yahi, que tous les présidents de la HAC, de la sous-région, étaient des journalistes. Les gens qui sont venus copier chez nous l'appliquent encore mieux. Et nous attendions à ce que le président de la République de l'époque puisse comprendre le message et faire une bonne composition. Malheureusement, il a encore amené un homme politique. Un homme politique, qui est Adam Moni Tessi, a été sous-préfet, maire, député. Ouais, un homme politique n'est pas de la presse. Donc nous avons, en tout cas, quand nous avons rencontré la commission, nous avons fait une proposition, à savoir que les 9 conseillers, il faudrait que désormais 6 proviennent des médias, que le président soit élu parmi ceux qui sont désignés par le président des médias. Donc nous aurons l'avantage d'avoir un président professionnel des médias. Et je crois que quand on lit les propositions de réforme
en tout cas du candidat à devenir président de la République, talent, Patrice. Cela y figure. Cela y figure. Et on espère que la chose sera prise en compte. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Franck Pochimé, président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, donc Lamabalo, directeur de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Très bonne suite des programmes sur Sika.